Alors, Caril Ferrel, bonjour. Bonjour. Ravi de passer près d'une heure avec vous pour parler de votre nouveau roman, LED, qui paraît dans la collection Equinox aux Arènes. Et puisqu'on a un peu de temps devant nous, on va en profiter pour vous poser quelques questions sur le reste de votre œuvre. Et il y a de quoi faire, parce que votre œuvre, c'est une œuvre qui maintenant court depuis près d'un quart de siècle. 25 ans, c'est pas rien, ça fait toujours bizarre. Et c'est une œuvre qui a parcouru et qui continue d'ailleurs de parcourir le monde, mais dans tous les sens du terme. Parce que LED, votre dernier roman, il nous transporte en Russie. Pas à Moscou, pas à Saint-Pétersbourg, parce que ça, évidemment, ça serait trop simple. Il nous transporte à Norilsk, et c'est une ville qui est perdue au milieu de la Russie, vraiment, qui est au nord, je crois, du cercle arctique. Là, on peut dire vraiment que c'est un violent basculement d'hémisphère, parce que jusque-là, on était dans le Sud, on était en Amérique du Sud, on était en Afrique du Sud, on était en Nouvelle-Zélande, et là, c'est un vrai basculement, vous êtes complètement de l'autre côté. Ouais, c'est un peu le hasard de la vie, en fait. Bon, moi, je suis plutôt... je suis pas gauche caviar, moi, je suis plutôt gauche langouste. Hein. Je préfère plutôt les hémisphères sud, bord de mer, un peu tropicaux, des ambiances plus sauvages, quoi. Et le hasard de la vie a fait que deux éditrices de chez Paulsen, qui font des récits de voyage, m'ont proposé d'aller à Norilsk, une ville que je connaissais pas. Et ils m'ont dit, bah, ça va te changer, parce qu'en plus j'écrivais mon bouquin en Colombie. Ils me dit, bah, on t'attend toujours sur l'hémisphère sud ou dans des pays comme ça. Et là, c'est complètement l'inverse, en fait. Et elle me dit, c'est la ville la plus froide, la plus polluée, un ancien goulag. Enfin, elles me l'ont décrite comme une des villes les plus pourries sur Terre. Et c'était le cas ou pas? Vous n'avez pas vendu du rêve? Ben, en fait, en arrivant, j'ai dit, ouais, c'est vraiment pourri quand même. Hein. C'est vraiment très, 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 très pourri, quoi. Il fait tellement froid, en fait, que il y a... Enfin, déjà, moi, je ne lis pas le Cyrillique. Oui, quand vous dites froid, il faut dire, c'est souvent entre moins 30, moins 40, jusqu'à moins 60, ouais. C'est pas rien, ouais. Non, c'est vraiment, enfin, c'est des froids qui tuent, en fait, hein, vraiment. Bon, ça, c'est pendant l'hiver, quoi. Moi, j'étais au printemps, il faisait moins 15, moins 25. Ça va, ouais, ça allait, en fait, enfin, par rapport à la ville. Mais en fait, ce qui est super avec cette ville, c'est qu'à la fois, elle est, effectivement, quand on arrive, l'odeur épouvantable, c'est des bâtiments soviétiques dans des états épouvantables. Il n'y a pas un bar, pas un resto, parce qu'en fait, on ne les voit pas, mais ils sont à l'intérieur, parce qu'avec le grand froid, il y a toujours un sas qui fait qu'il n'y a quasiment aucune vitrine, en fait. Donc on a l'impression d'être dans une banlieue grise soviétique des années 50. Donc c'est hyper déprimant. Et puis en fait, au bout de 24 heures, on l'adore, cette ville. Alors ça, on va y revenir parce que effectivement c'est intéressant. On a un témoignage au premier chef de comment on vit là-haut. Mais alors, pour en revenir au livre, le roman il débute par la découverte d'un cadavre. Un cadavre qu'on découvre à l'occasion d'un éboulement, l'éboulement d'un immeuble. Et c'est le cadavre qui est gelé d'un nénètse. Qu'est-ce que c'est un nénètse? Ben, en fait, c'est une des deux ethnies qui vit depuis toujours hein, au nord de la Sibérie, parce que ça se passe en Sibérie du centre, enfin du nord, donc en plein milieu de la Russie en fait. Quoi. Donc c'est une presqu'île totalement gelée, donc il n'y a aucune vie. Enfin, le seul moyen d'y aller, c'est en avion. Tout est gelé, il n'y a pas de route, rien du tout. Et par contre, les éleveurs de rennes, on retrouve les Samis en fait en Norvège et en Suède. Et en fait, on retrouve la même population qui s'appelle pas Samis, s'appelle les Nénès en fait en Sibérie. Et c'est les seuls humains en fait qui survivent là-bas depuis toujours. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une ambition dans ce livre-là supérieure à celle des livres précédents pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a une construction qui est vraiment éclatée. Et le nombre de personnages principaux est énorme. C'est-à-dire, on ne suit pas comme les autres, il n'y a pas un fil rouge avec l'enquêteur ou le personnage principal qu'on suit et autour, tout vient graviter. Là, c'est très, très éclaté. Et la minutie avec laquelle vous racontez leur quotidien, on sort presque d'une intrigue policière. On voit leurs espoirs, on voit leurs peurs, on voit leur vie. Et c'est des personnages qui se croisent, qui s'entrechoquent, qui se cherchent, qui s'ignorent. Vous n'êtes pas concentré que sur l'intrigue. On dirait que ça vous tenait vraiment, vraiment à cœur de raconter le quotidien de ces gens-là. Ah, complètement en fait. Hein. Vraiment, bon, moi j'aime bien le polar parce qu'il y a toujours il faut bien une intrigue. Un cadavre, c'est pratique parce que ça permet de parler du cadavre, socialement d'où il vient, etc. Mais vraiment, moi ce qui m'a bouleversé là-bas, c'est les gens que j'ai rencontrés, quoi. Et d'ailleurs, tous les personnages de mineurs et les femmes et leurs copines, etc., c'est que des gens que j'ai rencontrés. Alors évidemment, je les ai romancés puisque bah, voilà, c'est l'essence même du roman. Mais c'est eux qui m'intéressaient, c'était au-delà même du flic. Le flic, en fait, je m'y suis attaché au fur et à mesure. Pour moi, c'était juste la personne qui permettait de découvrir tout le monde. Mais de fait, le film, je suis le lapsus déjà, le roman commence pas par le flic, en fait. Il commence par ceux qui vont devenir les personnages principaux, en fait. Quoi. Et c'est plutôt un hommage à la jeunesse de Norilsk, en fait. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça va peut-être déstabiliser, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
bizarrement, j'ai pensé à Shortcut de Robert Altman, dans la manière dont c'est des vignettes de personnages dont on se dit finalement ils n'ont pas grand-chose à voir, sauf que là, assez vite, on voit qu'il y a des liens, mais vous les faites se croiser, et en même temps, c'est presque plusieurs romans en fait qui se rencontrent, c'est plusieurs histoires. Leurs histoires à chacun pourraient être des romans. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, alors vous dites que l'intrigue, effectivement, c'est quelque chose, c'est une encre, c'est vrai, mais je me suis rendu compte au bout de 200 pages, et vraiment dans ma bouche, c'est un compliment, que finalement, savoir qui avait tué, ça ne m'intéressait pas. Je voulais savoir évidemment, mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était pas la raison pour laquelle je tournais les pages. C'est que vraiment, je m'étais attaché à ces personnages et j'avais l'impression de découvrir un monde. Mais c'était pas du tout journalistique, c'était totalement romanesque, mais c'était formidable. C'est-à-dire que l'intrigue, c'était presque secondaire. Après, ça change évidemment parce qu'il se passe des choses et que c'est intriguant la manière dont vous amenez, presque sans en dévoiler, des petites variations sur l'intrigue sont extrêmement intéressantes aussi. Mais cet attachement au personnage, je l'ai trouvé vraiment, vraiment formidable. Et il y a une chose qui est frappante aussi, c'est que du coup, je me suis dit, en fait, Caril Ferret, il n'a pas peur d'égarer ses lecteurs. Parce que souvent, dans les romans policiers, c'est quand même assez linéaire. C'est-à-dire que vous le lisez, vous pouvez le poser, vous le reprenez 10 jours après, vous savez plus ou moins où vous en êtes, vous allez à la plage, vous allez vous baigner. Vous, je ne suis pas sûr que ce soit tellement faisable, parce que c'est dense. Vous n'avez pas peur de faire quelque chose de dense, de multiplier les personnages. Bah, déjà, je pense qu'on est peu à lire, malheureusement. Donc moi, je pense que les gens qui lisent, ils ne sont pas idiots. Donc je pense qu'ils sont... Ceux qui me lisent, en plus, ils savent très bien que c'est quand même assez ou complexe. Enfin bon, moi, c'est de la densité. Mais là, ça l'est plus encore, je trouve. Bah parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de personnages principaux, C'est ça. Voilà. en fait, il n'y a pas... Parce que souvent, il y a des personnages secondaires qui permettent de mettre en valeur les premiers rôles, et puis il y a des petits rôles, des petits personnages comme ça qui sont moins importants, enfin qui ont leur importance, mais qui ne sont pas développés. Là, en fait, ils sont presque tous au même niveau, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'est justement de... De toute façon, c'est les personnages qui comptent, hein, pour moi. Qui est, effectivement, de savoir qui a tué qui. En fait, très vite, on s'en fiche un peu, parce que on voit très vite que c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la ville, et c'est comment ces personnages, mais surtout, c'est comment ils vont évoluer dans leur destin. On les prend à un moment A, ils vont quelque part, et c'est leur destin, en fait, le suspense, il est là, en fait. Plutôt. Là où c'est très fort, justement, et moi qui lis beaucoup de polars, je trouve qu'il y a très peu de gens qui se permettent de le faire, c'est que, finalement, au bout de 200 pages encore, je prends ces 200 pages parce que c'est là que je me suis fait la réflexion que finalement l'intrigue, je voulais savoir qui avait tué, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. On se retrouve même, contrairement aux autres polars, à pas du tout avoir d'idée. Parce que chacun mène sa petite enquête et dit « Ah tiens, ça serait peut-être lui, ça serait peut-être lui ». Là, c'est impossible. C'est totalement impossible. Ou alors, en tout cas, vous ne distillez aucun indice qui pourrait sous-entendre que c'est un tel ou un tel. Oui, absolument. En fait, il n'y a pas de... En plus, d'ailleurs, je pense qu'au bout de 200 pages, c'est à peu près impossible de savoir qui, parce Ah non, mais que c'est c'est totalement... tellement... Voilà, c'est ça, ouais, bien sûr. Un peu dans tous les sens. Ouais. Mais c'est pour ça que à la fois c'est un polar, d'ailleurs qui n'est pas violent. Enfin, pour moi, il change tout, quoi. C'est presque de la blanche, entre guillemets. Il n'y a pas de... C'est les personnages qui comptent, en fait, quoi. Et c'est l'amour qu'on leur porte, en fait, qui fera que... Si on s'y attache, je pense qu'on aimera le livre. Si on se dit, ouais, je m'en fous de ces gens-là, bon, bah, du coup, c'est pas pour le suspense qu'on va se dire, ah là là, quel thriller, quoi. C'est presque un anti-thriller, en fait. Alors, c'est étonnant que vous disiez ça, parce que moi, je me suis fait la réflexion inverse, mais qui vous rejoint totalement. Je me suis dit, ça, pour la première fois, c'est un vrai roman noir. Dans le sens classique du roman noir. C'est-à-dire ces romans qui s'intéressaient, d'abord aux États-Unis, et puis après, ça a essaimé dans le monde entier, à des classes sociales, qui racontaient des choses. Et l'intrigue, au milieu, évidemment, elle servait exactement à la chose à laquelle elle sert dans votre livre. Et je me suis dit, c'est plus un policier, c'est pas un thriller, c'est un roman noir dans le vrai sens du terme. Ouais, je pense complètement. Parce que c'est ce que vous venez de dire, en fait. Ouais. Ils sont 200 000 à vivre en vase clos sur un territoire de milliers de kilomètres carrés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un coin, enfin ils sont pris dans la glace, en fait, c'est une lune de glace, en fait, et il y a juste un petit point où il y a Norilsk et puis les deux petites villes satellites qui est autour. Et en fait, ces 200 000 personnes, c'est pas énorme non plus. Et en fait, c'est assez facile de se croiser, parce que comme il y a très peu de migration, hein, évidemment. Donc en fait, c'est pas que tout le monde se connaît, mais c'est assez facile d'avoir un cousin, un ami qui connaît machin, en fait, et très très vite. D'ailleurs, ça on le sent vraiment dans le livre, parce qu'au début, on peut être déstabilisé en se disant, mais c'est quand même fou que tous ces gens se connaissent. Alors que par rapport à l'intrigue, le fait qu'il découvre, et puis il dit, ah tiens, ça c'est sa cousine, c'est la cousine de ma femme. Mais finalement, vous montrez cette réalité aussi.
en Bah faisant ouais, ça. c'est aussi les gens que j'ai rencontrés. Hein. Bon, Ouais. il y a le Zaboy, le bar, là, enfin, si j'avais pas rencontré si j'ai pas. Mais il existe ce bar? Il existe, ouais, ouais, ouais. Bon, pour moi, ça a été enfin, quand je suis rentré dans ce bar, je me dis, voilà. Parce qu'en fait, dans les rues, il y a personne. Hein. Il fait froid. Et puis les Russes, tu vas pas les aborder comme ça dans la rue. Enfin, entre Russes, hein, si tu t'abordes dans la rue sans te connaître, c'est pour te frapper. Ah non, ils sont pas du tout. Ils se disent pas bonjour, pas au revoir. D'ailleurs, des fois, quand ils sont en voiture et tu t'arrêtes pour demander un truc à quelqu'un, ils se disent pas bonjour ni merci. C'est pas Naples, quoi. Non, et c'est encore moins l'Amérique. C'est pas oh my God, just fantastic, I love your coat. Non, 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 non. Non, non, là, c'est. Tu sais où c'est le truc, là? Ouais, c'est là-bas. En fait, il faut mériter. C'est un rapport. Alors, ils sont en plein de glace, en fait. Quoi. Mais une fois que tu casses le truc, C'est ça. et là, c'est génial. Et quand je suis rentré dans ce bar-là, parce que dehors, enfin, le premier jour, je dis, mais à qui je vais parler? En fait, déjà, je parle pas russe, même si j'avais une fixeuse, quelqu'un qui était avec moi. Je dis, mais ok, mais si j'ai pas un bistrot, un resto, enfin, je sais pas, il faut que je rencontre des gens. Et alors, elle avait quelques personnes qu'elle connaissait, mais heureusement, il y avait ce bar qui ouvrait au moment où j'arrivais. Et là, je rentrais dans un bar qui était comme le bar que j'avais à Rennes, où je bossais à Rennes 20 ans plus tôt, avec la même musique, avec les mêmes tronches, sauf que ils avaient 20 ans de moins par rapport à moi. Mais tout de suite, on a été accueillis, mais ils n'avaient jamais vu d'étrangers de leur vie. Et encore, évidemment, encore moins de Français, évidemment, quoi. Et, euh, et quand on est arrivé, ils avaient mis sur c'était surtout un bar à bière, en fait, ils avaient mis Vive la France, vive la bière, en français, hein, pour les accueillir, quoi. Et ils ont les mêmes clichés que nous, on a sur eux, quoi. Les clichés qu'on a sur les Russes, entre guillemets, évidemment, c'est des bêtises, hein, mais c'est mec bourré à la vodka qui tape sur sa femme. En gros, c'est l'image qu'on a des Russes. Et eux, l'image qu'ils ont de nous, c'est qu'on est des espions. Ah ouais? Bah ouais, donc tout de suite, elle a dit, t'es un espion, j'ai dit, et toi, t'es un alcoolique. Et elle a dit, bon, allez, au bistrot. Et on a mis à peu près 15 secondes avant de discuter avec les premières personnes. Et on était l'attraction du bar. Et toute la semaine, on est resté. Tout le monde est venu me parler, mais c'était tellement émouvant. Mais tellement émouvant, quoi. Mais alors, c'est étonnant que vous parliez de ce bar parce que, je vous le dis très sincèrement, la scène du bar, qui fait je sais pas combien, je n'ai pas compté, mais à mon avis, bien une vingtaine ou une trentaine de pages. Il y a deux scènes, ouais. La première, en tout cas, celle de l'anniversaire, disons, voilà, pour faire simple. Celle de Ouais. l'anniversaire, sincèrement, ça n'est que mon avis, je crois que c'est ce que vous avez écrit de mieux. Ça m'a estomaqué. En fait, moi, c'est mes scènes préférées, en fait, les scènes de bar, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'aime la nuit, les bars, et puis. Mais c'est très dur, c'est comme une scène d'action. Vous le savez très Ouais. bien, une vraie scène d'action dans un polar, c'est très difficile de la faire vivre, de maîtriser l'espace. En fait, dans cette scène, j'ai l'impression que vous maîtrisez tellement l'espace. Et maintenant, le fait que vous dites que vous y avez passé la semaine, je comprends un peu mieux, ça n'enlève rien au mérite de l'écrivain, mais c'est impressionnant à quel point vous le maîtrisez et à quel point vous arrivez à nous mettre dedans. On sait toujours où on est dans le bar en lisant la scène. Ouais, Ça, mais ça, c'est vrai c'est que. très fort. Après, Très, très fort. je le visualise. Et puis les gens que j'ai rencontrés, en fait, c'est les gens. Enfin, c'est l'extrapolation des gens qu'il y a dans le bar. Mais ne parlant pas russe, il y en avait un qui parlait très bien anglais. Les autres, ils baragouinaient, mais les autres, ils savaient dire qu'un truc, c'est You my friend. You my friend, you my friend, you my friend. Mais ça, je l'ai entendu, mais je sais pas, 500 fois. Et sans parler russe, on a passé des soirées entières à discuter. Alors ça va aussi avec le tempérament russe, avec l'alcool, avec le bar, avec la jeunesse, avec quelques mots. Bon, quelques insultes, ça suffit. Hein, et ça, ils adorent. Donc tu passes ton temps à t'insulter. Là, tout de suite, tu es porté en triomphe. Et bon, en fait, moi, j'ai passé mon temps dans les bras des Russes. Donc là, vraiment, j'avais une matière qui... En fait, c'est une matière du cœur. Mais vraiment, on le sent. Et d'ailleurs, bon, je crois que au début du livre, il y a une phrase qui le dit, à quel point vous le leur dédiez. Mais il y avait beaucoup de respect pour les Maoris, il y avait beaucoup de respect pour les autres peuples, les autres sociétés, les autres cultures dont vous avez parlé. Mais là, c'est la première fois qu'on sent à ce point un amour et un attachement pour l'endroit, je trouve. En c'est fait, vraiment étonnant dans le livre. Mais enfin, pour moi, c'est un des livres les plus émouvants, intimement. Je ne dis pas que c'est le meilleur, parce que ça, c'est les gens chacun a son avis, et puis ils sont bien libres de ça. Mais moi, c'est un des livres les plus émouvants. Il y avait Mapuche avec les Romains à la place de Mai, parce que je les avais rencontrés, et leur combat était tellement émouvant que le fait de les rencontrer, je me sentais un peu de porte-parole, quoi. Mais les grands-mères de la place de Mai en Argentine, elles ont quand même plein de publications, etc. Eux, tous les jeunes honoristes, qu'ils ont personne. Ce qui m'émeut dans ce livre, en fait, c'est que je me sens vraiment le porte-parole de tous mes copains et copines russes que j'ai laissés là-bas, avec lesquels je suis toujours en contact. Hein. D'autant que quand je leur ai dit que j'avais déjà écrit un récit de voyage, comme là c'est un roman,
ils m'ont envoyé plein de trucs. Tous les jours, j'avais des informations de Norilsk, en fait. Donc c'était assez génial d'écrire, parce que je savais que je ne pourrais pas retourner, parce qu'il faut des tampons du FSB pour les services secrets russes. Oui, c'est ça, parce que alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que il y a des villes particulières en Russie. Bon, il y a d'autres pays où c'est comme ça, mais aussi, je crois qu'il y en a encore 73 ou 74. Il y a d'abord les villes interdites, et puis après, il y a une gradation, et c'est une ville secrète, je crois. Donc, une ville secrète, c'est une ville où la ville interdite, elle n'est même pas sur les cartes. Je crois que Norilsk l'était, puis qu'après, elle a évolué. Et c'est quand même une ville de 200 000 personnes, où il y a. Si vous voulez y aller, il faut une autorisation. C'est une ville fermée, en fait. Alors, ils appellent ça semi-fermé. En fait. Semi-fermé, d'accord. Il y a encore une gradation. Ouais, en fait, depuis la fin de l'Empire soviétique, en fait, depuis 1991, c'est de passer de ville fermée à semi-fermée. Parce qu'en fait, c'est 2% du pays, parce que c'est une énorme usine. Je crois que c'est la plus grosse mondiale de nickel, de nickel, ouais. Qui produit à elle seule 2% du PIB russe. Donc on comprend l'enjeu géostratégique pour les Russes autour de Norilsk. Mais comme évidemment, c'est les pauvres zecs des goulags en fait, qui ont construit la ville et qui ont creusé les mines, c'est pour ça que c'est une ville fermée en fait, quoi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qui vivent là, c'est ou des survivants des goulags, comme c'est à 4000 km de Moscou, je crois. Et puis autour, tu peux pas partir de Norilsk. Enfin, il faut prendre un avion, mais il faut avoir les moyens. Et puis pour aller où? Souvent, quand tu es au goulag depuis 15 ans, ben, en fait, tu n'as nulle part où aller. Donc souvent, les gens, ils sont restés avec leur geôlier. Donc c'est ça qui est étrange, c'est que des descendants de geôliers ou de zèques, enfin, ou de prisonniers du goulag qui ont été obligés de vivre ensemble. Alors après, il y avait, comme Somol, il y a eu une première migration des années 70, mais autrement, ils restaient entre eux. Et donc c'est terrible de vivre avec ces bourreaux, quand même. Alors, dans tous vos livres, vous êtes extrêmement scrupuleux avec la réalité des choses. Et pourtant, c'est des fictions que vous écrivez. Est-ce que pour vous, la crédibilité d'un livre, parce qu'il y a des gens qui pensent que, effectivement, la fiction, on peut inventer, on a le droit de prendre des libertés avec la réalité. Vous, c'est profondément ancré dans la réalité des choses. Est-ce que vous pensez que c'est à ce prix-là qu'on peut vraiment obtenir la crédibilité dans la fiction? Bah, moi, je comprends qu'on puisse écrire 20 milieux sous les mers ou des romans comme ça qui sont de la pure fiction où des gens parlent d'un pays sans y être allés parce que voilà, l'histoire elle est ailleurs, etc. Bon, moi, je n'ai pas été écrivain, j'aurais été peut-être journaliste. Enfin, c'est le métier qui me semble le plus proche. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le monde, c'est la réalité. En fait, c'est pas la fiction, parce qu'en fait, la réalité dépasse toujours la fiction. Donc, et puis alors, à Norilsk, pour le coup, tout dépasse tellement tout que déjà, rien que de prendre la réalité, déjà, t'as déjà une fiction de dingue, en fait, quoi. Ne serait-ce parce qu'il fait le froid, la pollution, enfin, puis tout ce que ça engendre autour des personnages, parce que souvent ils sont malades, enfin, ils ont une espérance de vie qui est quand même de 55 ans. Et en fait, moi, j'avais 50 ans, en gros, que je n'y suis allé, ben, j'avais l'âge où ils mouraient. Oui, c'est ça, parce que je crois que l'espérance de vie, c'est 10 ans de moins que le reste du pays, où c'est déjà pas énorme. Non. Je crois que c'est dans les 70 ans, donc là, c'est 60 ans. Ouais, 65 pour les hommes. Donc là c'est 53 pour les hommes et 57 pour les femmes, l'espérance de vie à Norilsk, en fait. Et ce qui était terrible aussi, c'est qu'il y avait... alors certes, j'étais avec un pote, on était quand même bien bourrés, parce que nous, on tournait à la vodka, etc. Et puis, il y a une copine, en fait, qui nous dit « Ah, bon, vous me donnez quel âge ?» Et on se dit, dans ma tête, je pensais, bon, 42, quoi. Et puis, gentleman, on dit, bah, 35. Et elle nous dit, ah, bah, j'en ai 22. Et là, on s'est regardé, on dit, ah, merde. Et en fait, le fait que nous, on ait ce visage, pas trop, pas complètement pourri à 50 ans, pour eux, les gens de 50 ans, c'est un peu comme nous il y a un siècle, en fait, quoi. On n'a pas du tout la même amplitude au niveau du physique. Donc rien que ça, ça crée une empathie en fait, pour les jeunes qui sont de là-bas, qui vivent dans un milieu tellement pollué qu'ils vieillissent trop vite. D'ailleurs, pour le coup, je m'en sers surtout pour certains personnages. Mais alors l'aide, c'est aussi quelque chose qui pour moi est une qualité qui est rare dans les romans, mais qui est vraiment très intéressante, c'est que en le lisant, on se pose énormément de questions. Et pas sur l'intrigue, hein, beaucoup plus largement. Et moi, je m'en suis posé une justement sur, comme je savais, puisque effectivement il y a ce livre que vous avez fait chez Paulsen qui raconte votre séjour là-bas, je me suis dit, mais s'il ne parle pas le russe, et vous avez dit que c'était le cas, effectivement, puisque à part vous dire my friends, c'est plus compliqué, je me suis dit, c'est très compliqué d'aller et d'arriver à saisir les choses, leur vie, leur passé. Sauf que, en y réfléchissant un peu, je me suis dit au contraire, c'est là que
la fiction entre en jeu. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant qu'écrivain, quand vous êtes là-bas, et que vous ne pouvez pas finalement avoir des longues discussions où les gens vont vous servir sur un plateau leur vie, ça laisse déjà une place à l'imagination, parce que vous remplissez vous les cases. Ouais, Et le livre commence comme ça, en fait. ouais, complètement. Et aussi un truc, c'est que alors je vais faire un peu du prosélytisme, hein, mais quand on est écrivain, on est une éponge, hein, normalement. Enfin, ou alors on fait, on cherche les prix, et puis on met des grandes écharpes, des chapeaux, puis on joue à l'écrivain. Mais bon, ça m'intéresse pas du tout. Mais autrement, enfin, t'es en empathie totale avec la personne. Enfin, surtout, c'était pas difficile d'être en empathie, parce qu'ils étaient tellement dans des situations tellement dramatiques, mais eux, c'est leur quotidien, que pour moi, déjà, le fait qu'ils soient là et qu'ils vivent des choses comme ça, déjà, pour moi, c'était exceptionnel. Donc, tout ce qu'ils ont pu me dire, j'ai pris aucune note, hein, mais par contre, ça ruisselait en moi mais comme si j'étais un réceptacle. Et c'est comme si, voilà, ils m'ont rempli et il fallait que je mette ça sur papier, en fait, quoi. Mais l'empathie, c'est quand même le maître mot, quoi. Mais ce qui est étrange, c'est que je me souviens quand même avoir discuté des fois pendant 20 minutes avec un type qui parlait pas ni anglais ni français, mais on se comprenait sur certains trucs. Alors j'avais quand même toujours quelqu'un qui me disait ah ouais machin, c'est quoi ton boulot? Il me dit, alors il y a quelques mots qui ressemblent au français, mais enfin rien du tout. Mais je sais pas, on se comprenait quand même. Dans tous vos livres, vous racontez le quotidien des laissés pour compte, des sans-grades, des marginaux. Enfin, quiconque a lu l'un de vos romans, ça frappe tout de suite. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain politique? Bah, pour moi, tout est politique, hein, en fait, un peu. Hein. La façon dont on vit en couple, par exemple, il y a une dimension politique. Hein, domination masculine, bah, moi je trouve ça elle est politique parce qu'elle est historique, elle est liée à plein de choses, à des religions, à un tas de choses. Et si on veut. Les rapports humains, ouais, il y a une dimension politique, même si elle est. Il n'y a pas besoin d'avoir marqué CGT ou Front National sur la tête pour voir le comportement des uns et des autres. Mais politique, donc, ouais, dans le sens où il y a un engagement dans la vie, en fait, quoi. Mais par contre, moi, je fuis l'idéologie. Hein, j'ai pas envie, je déteste les romans gauchistes, par exemple, comme il y a eu un peu les années 90, là, disant il faut dire, il faut penser comme ça. Les méchants skinheads, ils ont des bergers allemands qui violent les filles. T'es là, c'est un peu too much, non? Bah, Non, l'idée, c'est que les puissants, ils ont quand même tendance à écraser les faibles. Malheureusement, voilà, ça c'est ce qui se dégage. Mais malheureusement, c'est l'humanité, en fait. C'est pour ça que, je pense qu'il faut fuir le pouvoir comme la peste. Et du coup, les rapports humains, c'est que ça. Donc évidemment, moi, je suis plutôt du côté des gens lambda qui sont victimes, ou redonner la parole aux victimes, mais aussi John le Carré, par exemple, il prenait, mais lui, il était diplomate, etc. Donc lui, il prenait le haut du panier, parce qu'en fait, c'était des gens qu'il connaissait. Et puis après, les personnages en dessous étaient. Moi, je préfère des gens comme moi et comme nous tous, en fait, quoi, qui sont des gens, entre guillemets, normaux et qui subissent des pressions du pouvoir d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça, c'est la femme littéraire écrit sur ce que tu connais, en fait. C'est quand même mieux, quoi. Bah ouais. Enfin, en tout cas. Ça sonne plus vrai, en tout cas, et c'est plus. Comme il y a un côté journalistique, et puis moi j'ai envie que les gens, quand ils lisent Norris par exemple, ils sachent, ils ont une idée hyper précise de cette ville, et puis aussi casser des clichés russes. Parce qu'on a une image quand même déplorable de la Russie à cause de Poutine, et puis du FSB, et puis de leur magouille, etc. Heureusement, c'est pas que ça. Et les Russes que j'ai rencontrés, ils savent très bien qui est Poutine. Hein. Ils sont pas du tout. Ils sont pas là à dire ah la Russie c'est super, vous êtes nuls, mais pas une seconde, quoi. Ils savent très bien qu'ils sont oppressés par pas que Poutine, mais tout le système qu'il y a autour et qui fait que tout est volé, la corruption est absolument partout. Et qu'ils la subissent. Il suffit que, rien que le traitement quand il y a eu le Covid, puisque le Covid est arrivé là-bas, ils n'avaient juste pas ils n'avaient rien, en fait, ils n'avaient même pas rien pour les soigner. Parce que, on s'en fout, hein. Et puis si jamais il y avait du matériel, on aurait volé la moitié sur la route, et puis ils se retrouveraient avec un truc qui ne marche pas, quoi, qui se branche nulle part. Ça, c'est la réalité sur place, en fait, quoi. Donc à la fois c'est dur, mais ils sont tellement russes aussi, quoi. Enfin, ça dort chez eux, quoi. C'est que ouais, mais s'il faut aller à Tchernobyl éteindre le feu, on va y aller avec un masque, un petit masque de rien du tout, quoi. Puis si on va mourir, ça va nous faire crever. Oui, mais bon, on est russes, nous. On y va. Vous le dites à un moment dans une phrase que j'ai trouvée extrêmement frappante et qui résume ça très bien, quand vous dites que les Russes, c'est un peuple qui a battu les armées de Napoléon, qui est capable de faire des choses incroyables, mais qui en même temps se font très bien à l'idée qu'ils sont sous la botte d'un dictateur ou d'un État comme ça. Et c'est ce paradoxe permanent
qui est fascinant chez les Russes. Carrément, parce qu'en fait, bon, c'est un état de serfs. Hein. Ils ont été serfs, c'était quasiment esclaves. Hein. Enfin, ils sont passés de serfs sous l'Empire soviétique, où ils étaient souvent la chair à canon, d'abord des goulags, des purges, des goulags, puis des guerres. Mais par contre, ils ont une capacité à surmonter ça. C'est comme si leur façon la plus noble de conjurer le sort, c'était d'aller en première ligne et de se sacrifier en première ligne, parce que ça c'est russe. Alors ça, c'est rock, entre guillemets. C'est aussi pour ça que j'adore leur façon d'être, c'est qu'il y a un côté hyper rock. Alors avec ses limites aussi, hein, qui est un peu brutasse, quoi. Mais pour moi, hyper émouvante, parce que ils se cachent pas, quoi. C'est pas des lâches, quoi. Et du coup, dans les rapports humains, mais ils étaient tellement spontanés que c'était super émouvant, quoi. Et puis on s'est marré, mais comme des tordus, quoi. Alors vous parlez de rock et il fallait bien qu'on y arrive à un moment ou à un autre si on parle de votre œuvre. Pour préparer cet entretien, j'ai relu plusieurs de vos livres. J'ai commencé par La jambe gauche de Joe Strummer et j'ai fini par Led. Et c'est fascinant parce que, alors Joe Strummer, c'était le leader des Clash, évidemment, le Clash, puisque Joe Strummer tenait à ce qu'on dise ça et pas les Clash. Mais je me suis dit, finalement, l'œuvre, elle est très cohérente, l'œuvre de Caril Ferret, avec l'œuvre du Clash. Parce que La jambe gauche de Joe Strummer, qui n'est pas votre premier roman, mais c'est presque le premier album des Clash. Du Clash, décidément, je n'y arriverai jamais, mais on a bien compris l'idée. Parce qu'il y a une espèce d'énergie, c'est un peu foutraque, ça part dans tous les sens, vous vous permettez des choses, il y a des choses des vis que vous ajustez pas totalement, mais c'est comme ça, c'est un album punk, on y va et on crache tout ce qu'on fait. Et le dernier, c'est Sandinista, quoi. Il y a une progression qui est presque frappante, parallèle avec l'œuvre du Clash, parce que le dernier, par l'ampleur de la chose, par le côté kaléidoscopique, c'est Sandinista. Ouais, j'adore la comparaison, moi. Forcément. Je m'en doutais un peu, je ne l'ai pas fait exprès parce que je le pense vraiment, mais vraiment, enfin, moi ça m'a frappé à un moment. Et c'est ça qui est génial. Enfin, que ce soit Brel, tous mes guides, en fait, c'est que des guides de musique, hein, que ce soit Brel, qui pour moi était le premier punk, en fait. Bon, il a fait écrire les plus belles chansons du monde, sur scène il était incroyable, mais au bout de quelques années, enfin au bout de 5 ans de succès, il arrête. Il disait non mais c'est bon les gars, je vais aller voir ailleurs, je vais faire du cinéma, je vais faire des comédies musicales, je vais faire l'acteur et tout. Donc 5 ans de vie dans la même, quoi. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont trouvé un filon, ils font l'inspecteur, voilà, 5e version, 6e version, 8e version, et du coup tu tournes en rond, et souvent, même si ça a du succès, alors, au niveau jackpot ça marche bien, hein. Quand tu fais la même série avec un inspecteur ou l'inspectrice, je sais pas quoi, qui marche, bah, toute ta vie, tu dis ah oui, c'est l'auteur qui a l'inspecteur bidule, quoi. Bon, c'est comme le premier Clash, c'est toujours le même, en fait. Hein. Tu fais ou les Ramones, en fait. Toujours le même morceau, quoi. Bon, là, ce qui compte, c'est de s'améliorer, quoi. Et les Clash, en fait, partant du punk, ils vont très vite, mais 2 ans plus tard, c'est déjà du pur rock, avec déjà des influences jamaïcaines et autres, parce que 77-80, hein, en 3 ans plus tard, ils font Sandinista qui ouvre complètement la porte aux années 80 et surtout 90, c'est-à-dire un mélange de toutes les musiques, et tout en gardant un esprit rock, mais alors avec un truc complètement ouvert. Radiohead aussi, aujourd'hui, des groupes qui commencent quelque part et qui vont quelque part, quoi, et qui ne se contentent pas de tourner en rond. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, parce que me répéter, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, bon, là, je paraphrase Brel, là, mais si c'est pour faire ce que tu sais faire, moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais alors, c'est étonnant parce que même dans votre style, il y a un côté punk, pas dans la manière dont vous écrivez, mais dans la liberté que vous prenez avec certaines métaphores, certaines images, qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les polars. Et ça, je trouve ça aussi que c'est frappant. Les images que vous utilisez parfois, c'est des images qui déstabilisent, mais dans le bon sens du terme. Il y a une espèce de poésie qui vient se mêler d'un coup. Moi, c'est audacieux, pardon. Hein. Ouais. Souvent, on se dit, mais c'est quand même audacieux. Ça peut en déstabiliser quelques-uns, mais vous le faites. Moi, c'est ce que je préfère, en fait. Hein. Ce que je préfère, c'est le style. Enfin, c'est la pure écriture. Parce que, bon, faut monter une intrigue, mais pour moi, c'est des maths. Hein. En fait, tout ce qui est monter une histoire, une intrigue, un plan, il est cohérent, bon, les personnages, ils font ci, ils font ça. Moi, j'appelle ça des maths, en fait. Donc, bon, c'est un esprit qu'il faut avoir, parce que c'est pas un puzzle, hein, c'est un kaléidoscope. C'est-à-dire que quand tu montes un roman, en fait, c'est pas, bon, le chapitre 1, c'est ça, puis 12, puis 13, puis 14, c'est que tu avances, puis à un moment, tu te dis, ah non, mais en fait, là, ça va pas, parce qu'en fait, j'ai trouvé une idée là, mais du coup, ça fout tout en l'air. Enfin, non, ça fout pas tout en l'air, mais ça bouge tout, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un kaléidoscope. Donc, tu as intérêt à avoir un esprit un peu matheux pour savoir, où ça va, même si j'étais nul
À l'école, ça n'a rien à voir. Mais une fois que la colonne vertébrale est montée, après, parce que c'est le style qui fait les personnages. Parce que si tu dis un personnage, bah voilà, c'est la femme du maire, bah, Brel, c'est des femelles Mossad de fonctionnariser. C'est ça, ouais. Et tout de suite, femelle Mossad, bah alors c'est une association de mots, alors, même si c'est pas politiquement correct, mais je m'en fiche. Tout de suite, tu dis, ah bah, une femelle Mossad, tu vois tout de suite ce que c'est, en fait, avec deux mots qui sont assez banals finalement. Et comme Brel, moi je sais que j'ai un vocabulaire assez limité, mais par contre, comme lui, comme René Char, enfin, mes influences stylistiques, on va dire, c'est Brel et René Char, en fait, quoi. Avec une économie de mots relativement restreinte, en fait, tu peux donner des images, et parfois même si tu dis, elle est un peu bizarre cette image, mais moi je m'en fiche, en fait, c'est que moi j'aime que le lecteur il fasse le travail lui-même, en fait, quoi, et qu'il s'approprie lui-même une forme de poésie dans l'écriture, qui est une poésie un peu rock, là, qui n'est pas une poésie trop... Il y a un peu de lyrisme parfois, mais souvent c'est plutôt des associations de mots qui font que le lecteur dit « Ok, c'est peut-être pas exactement français, mais je vois exactement ce que tu veux dire. » Et c'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est parce que quand vous dites, ça, quand je l'écris, je me dis ça peut faire bizarre. Le lecteur, il se dit que c'est bizarre. Et bizarrement, justement, 2-3 pages après, même s'il s'en rend pas compte inconsciemment, eh ben, il voit la personne. Elle est définitivement dans sa tête, il l'a identifiée. Et parce qu'en fait, elles sont pas, enfin, mes personnages sont rarement décrits. Ouais, c'est vrai. C'est par touche, c'est impressionniste, comme on dit souvent, mais là, c'est vraiment le cas, quoi. Et des fois, on peut dire ah non, mais elle est blonde ou elle est brune. Le même personnage, en fait, on ne sait même pas. En fait, chaque lecteur se fait le. Mais moi, j'aime bien que le lecteur il soit actif, en fait. C'est pas un truc que tu lis en disant ah bah tiens oui, oh, voilà, on tourne les pages, voilà l'intrigue, c'est ça. En fait, pas du tout. Très vite, moi j'espère qu'il y a des surprises dans toutes les pages. Oui, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que c'était pas linéaire et que c'était surprenant, que c'était ambitieux. Et là, enfin, je trouve que ce livre-là le représente. Enfin, moi, je vous le dis vraiment, c'est pas pour faire. Pour moi, je trouve que c'est votre meilleur. Et puis, ce qui est surtout frappant, c'est pas le cas chez tous les écrivains. Et après, on arrêtera avec les compliments. J'aurai une dernière question, mais on voit la progression, quoi. Vous avez des écrivains à partir d'un moment où vous avez l'impression que c'est pas mieux, c'est-à-dire ils ne se remettent pas en question, ils travaillent pas plus, c'est pas encore mieux. Et là, on la voit la progression en lisant. Bah, j'espère que ça me fait plaisir, hein, parce que c'est un de mes préférés aussi, mais c'est aussi parce que je suis tellement attaché à ces... Oui, ça, j'imagine, ça j'ai fait eu souvent tendance le dernier, folle c'est pour eux, souvent quoi. comme ça. Ouais, non, mais là, au-delà de ça, en fait, c'est vraiment... Oui, par rapport au lien que vous avez créé, dont vous avez parlé avec la Russie, ouais, avec j'ai ce tendresse peuple. folle pour ces Russes, mais du coup pour le livre, parce que pour moi c'est un hommage aussi à eux, et j'espère qu'ils seront heureux du truc. Mais c'est aussi parce que on se met en danger, en fait, en changeant. Les gens sont assez conservateurs, en fait, quoi. Et parce qu'on disait tout à l'heure, mais ceux qui progressent pas, entre guillemets, c'est parce qu'ils restent dans leur zone de confort. Et quand j'avais fini Paz, le roman d'avant qui se passe en Colombie, bon, il se trouve que je voulais pas forcément faire un thriller politique hyper violent, parce que je l'avais déjà fait, entre guillemets. Mais la réalité de la Colombie est tellement hyper violente que j'ai dit « Ah non, mais là, tu es obligé de faire un thriller politique ultra violent, parce que autrement, ce ne sera pas la Colombie. » Mais quand je l'ai fini, même si j'étais hyper content, parce que j'avais réussi à... C'est hyper complexe, la Colombie, mais j'avais bien réussi à tout bien mettre, je pense, parce que je dis ça parce que des gens qui bossent avec les FARC m'ont dit « C'est exactement ça, la Colombie, tu as bien chopé le truc. » Mais quand j'ai fini, je dis « Ouais, sauf que tu as fait un truc que tu sais faire. » Je pense que je l'ai bien fait avec Paz, mais je dis « Ouais, mais tu t'es pas surpris, en fait, quoi. » Et... donc je dis, bon, c'est le dernier que je fais comme ça. Même si j'adore, hein, je suis éclaté à faire ce genre de truc, mais comme tu sais déjà le faire, tu dis, comme un accord, tu sais le faire à chaque fois, tu te dis, bon, non, mais j'aurais essayé d'en trouver un autre, c'est quand même c'est un peu mieux. Alors pour le coup, c'est sûr que l'aide, c'est à l'opposé total de tout ça, parce que c'est surtout des personnages, c'est pas très violent, mais c'est les personnages aussi, comme ils sont normaux, enfin même s'ils ne sont pas normaux, parce qu'ils sont anorisques et tout est un peu exceptionnel, il me laisse la place aussi à une forme de poésie et à ce que les personnages soient plus en profondeur avec des failles et puis un peu d'humour aussi, parce que je pense qu'ils sont assez rigolos. Moi, je vais vous dire juste ce qui m'a frappé aussi, et juste pour conclure sur le livre, c'est qu'à la fin, je me suis dit, parce que j'ai lu le Nordisque et j'ai lu celui-là, je me suis dit, c'est fou qu'un endroit qui soit autant répulsif normalement, eh ben, j'ai envie d'y aller. Bah ouais, mais en fait, vous avez raison. À la fin, je me suis dit, mais j'ai envie de voir ce que c'est. C'est très rare d'aller dans un endroit où on est déstabilisé tout le temps, où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et ça, j'avoue, et je pense que, enfin, c'est très étonnant. Au début, quand on m'a dit de quoi ça parlait, je me suis pas dit, à la fin, tu vas avoir envie d'aller te promener là-bas. Mais donc, j'aurais juste une dernière question. Dans Hutu, qui est un des livres que j'ai relus,
ou tu, j'ai jamais su comment le prononcer, ou tout. Votre héros, Paul, il travaille dans un supermarché à un moment, quand il a 18 ans, qu'il part de chez lui dans un Kmart, et il vole régulièrement des livres pour alimenter sa bibliothèque. Je me suis posé la question, vous, à 18 ans, qu'est-ce que vous auriez volé comme livre? Ah, moi, j'ai un pénible rapport au vol, hein, parce que... Non, mais je m'entends, quoi. parce Alors, que, non, mais ma famille, c'est très 4ème République et tout, enfin, Ouais, trop net ouais, et ouais. tout. Donc, les seuls trucs que j'ai volés, c'est des boîtes de sardines, parce que j'avais faim, quoi. Enfin, quand j'étais vraiment fouché, quoi. Mais voler un livre, Non, mais disons, alors pas pour voler, mais c'est parce que en fait, j'y ai pensé en lisant ce passage-là. Je me suis dit, tiens, lui, à ce moment-là, vers quel livre vous seriez allé si on vous avait dit, allez, rentre là-dedans et prends 2 livres? moi, je pense qu'à l'époque, c'était John Fante. Parce que les bouquins de John Fante, Demande à la poussière, etc., quoi, donc peut-être les premiers de Gian aussi, quoi. Mais il y a justement une écriture tellement particulière, quoi, qui est à la fois un peu plein de méchanceté, mais de tendresse aussi, quoi. Et surtout, c'est des contrastes, en fait, quoi. Et ça, c'est la littérature que j'aime, qui est pas, voilà, qui est un peu méchante, qui est un peu voyou. J'aime bien quand c'est un peu voyou, quoi. Sans que ce soit salopard, et le côté un peu voyou, un peu pirate, quoi. Ça, c'est ce que j'aime. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, je vole toujours pas. Enfin, Mais un livre vraiment, alors disons que vous conseillerez. Moi, j'ai un défaut, j'adore quand les auteurs parlent des autres auteurs. Parce qu'il y a souvent une sincérité folle et qu'on les voit d'une manière un peu différente. Donc je me demande aujourd'hui, quel est le livre que par exemple vous me conseilleriez à la fin de cet entretien en disant il faut absolument que tu lises ça? bah, je pense que c'est s'il y a un bouquin, toi, c'est un peu sur l'île déserte en fait, hein, mais René Char, la Pléiade de René Char, c'est un condensé en fait de tout ce que j'aime, qui est en quelques lignes, quoi. Il réussit à- c'est presque de la philosophie. Enfin, c'est la poésie, mais c'est à la fois la philosophie, c'est aussi la résistance, parce que souvent il écrivait un poème et puis après il allait buter un milicien quand il était résistant pendant la guerre. Enfin, poète et résistant, enfin, là c'est les deux extrêmes à la fois, et du coup ça donne une poésie alors qui est pas du tout le petit pont de bois, quoi, hein. Enfin, Très bien. Alors juste vraiment parce que vos fans m'en voudraient si je vous pose pas la question, le prochain il se passe où? au Botswana. Eh bien, Donc, grand écart aussi, mais là, ce sera autour de la cause animale, enfin des animaux sauvages. Parce que voilà, quand j'étais petit, je voulais être tueur de braconnier. C'était mon premier job à 6 ans, et j'ai toujours la même rage pour ça. Donc ça va être plutôt Botswana. parfait. Merci beaucoup, Karine Ferré, pour cet Mais entretien. merci à vous.